Merci François, merci à tous d'être là. Bon, je vais vous parler en fait de quelque chose qui correspond à un des objets de l'association SFEPM, à savoir agir pour la protection des mammifères sur la base de données techniques et scientifiques, faire des choses raisonnables et néanmoins indispensables. C'est pour faire plaisir au président. Et donc, les animaux choupinous comme le lièvre variable, bon, il n'y a pas que lui, il y a aussi le putois d'Europe, c'est quand même vachement joli, noir et blanc. Et la présentation s'intitule Protéger le putois d'Europe parce que c'est clairement l'objectif, comme a dit François. Donc en fait, on s'intéresse à une toute petite chose. Ce qu'on demande à la SFM, c'est vraiment minuscule, c'est faire évoluer le statut réglementaire d'une espèce, de passer du cas de statut nuisible, enfin comme tu l'as dit, SOD, susceptible d'occasionner des dégâts, vers le statut protégé. Donc en fait, c'est pas ça qui va suffire pour sauver les putois d'Europe, c'est pas ça qui va changer la face du monde, qui va sauver les mammifères, etc. Mais rien que cette toute petite chose réglementaire, ça demande un énorme travail et on se heurte à une énorme opposition. Il y a des gens qui veulent surtout pas que ça change. Alors déjà pour faire des petits rappels sur quelque chose que tout le monde connaît ici, en gros c'est un petit peu plus menu qu'une fouine, un putois, ça mange essentiellement des micros et des petits mammifères jusqu'à la taille du lapin. Alors en zone méditerranéenne, les putois sont, semble-t-il, ou étaient assez spécialisés sur les lapins. En gros, c'est ce qu'on appelle, enfin, ce que d'aucuns appellent un généraliste qui peut se spécialiser. Il mange plutôt des micro-mammifères, mais s'il y a abondance d'amphibiens à certains endroits ou ponctuellement dans le temps, il va manger plutôt de ça. Et s'il y a facilité d'attraper des lapins dans les garennes, il mange beaucoup de ça. Et il vit un petit peu partout dès lors que les habitats sont ce qu'on appelle ouverts, en tout cas pas trop forestiers fermés, mais des paysages en mosaïque, d'agriculture extensive, des lisières forestières, du bocage et particulièrement des milieux humides. Hop. Ah mais non, il faut que je monte ça. Ouais. Euh, Oh là là. Voilà, qu'il est plutôt solitaire et territorial et que d'après la bibliographie, les densités seraient en général inférieures à un individu par kilomètre carré, et c'est même plutôt, semble-t-il, souvent très inférieur à ça, et que la reproduction a lieu au début du printemps avec des jeunes qui s'émancipent en fin d'été. Et que le range, comme on dit dans les colloques, que j'ai découvert, bon, enfin, donc à l'ère de répartition est celle-ci, voilà, point. Vous ne pouvez pas décrire le pays. Et que les données, en fait, les données disponibles sont pas si nombreuses que ça. Il y a l'ONCFS qui a produit cette carte en 2014 à partir des données, si je me souviens bien, d'entre 2001 et 2009, qui sont les données issues des observations notées dans leur carnet par les agents de terrain de l'ONCFS. Donc les animaux morts en bleu dans des cases, dans des mailles de 10 par 10 et vivants en rouge. Donc avec un secteur sud-est où il y a beaucoup de blanc. Et puis l'ONCFS a produit ce genre de cartes qui représentent des densités relatives. Donc en gros, plus c'est foncé, plus les putois pullulent. Non, en fait, c'est parfaitement relatif, mais l'ONCFS même a indiqué que entre le début des années 2000 et la fin des années 2000, il y avait une diminution, en exploitant ce genre de données, une diminution de la fréquence des putois en fait. Et comme on n'avait que les données de l'ONCFS, cas utilisable, on s'est dit on va essayer de hop là, attendez, voilà, de regarder juste au niveau national le nombre d'animaux qui étaient piégés. Bon, il y a un chiffre qui est carrément frappant, c'est qu'en 1950, je ne sais pas la fiabilité de ce chiffre, mais enfin c'est l'industrie de la fourrure de l'époque qui recensait ça. Il y a 360 000 putois piégés chaque année, et qu'aujourd'hui, enfin en tout cas dans les dernières décennies, les chiffres sont sans commune mesure très inférieurs. Alors à l'époque, c'était piégé partout. Ensuite, chaque année, ou selon sur 3 années, le nombre de départements où les putois est classé, nuisible ou approchant change. Donc, évidemment, je ne sais pas si on peut comparer les chiffres des 3 dernières lignes, mais en tout cas, entre avant et récemment, c'est assez incroyable la différence. Il semble bien que les putois étaient vraiment un des animaux très communs, un des petits carnivores très communs dans les campagnes françaises. Le nombre de putois chassés, vous allez me dire, ah bon, les chasseurs chassent le putois? Bon, en fait, quasiment personne ne s'intéresse à la chasse du putois parmi les chasseurs. Enfin, moi, je connais pas, j'ai jamais rencontré un chasseur qui part le dimanche pour aller chasser des putois, mais en fait, il y a quand même plusieurs milliers de putois tués chaque année d'après les enquêtes au NCFS. Alors, on va supposer que les animaux ont été bien sûr identifiés par le chasseur avant d'être abattus, donc ça, pas de problème. Et puis, quand même, entre 1998 et 2013, je sais pas le nombre de chasseurs concernés, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'ils sont très nombreux, puisque d'après l'enquête au NCFS, je crois que c'est 98, 99, même 99, et quelques des chasseurs, pourcentage des chasseurs en France, déclarent n'avoir jamais tué de putois. Donc en fait, les quelques milliers de putois tués à la chasse le sont par une infime minorité des chasseurs, au cours de chasse, semble-t-il, destinée à d'autres espèces. En gros, ils se baladent,
il tue ce qui passe, et par là un putois passe et il est abattu. Donc ça montre quand même enfin, je pense que ça peut montrer quand même une baisse assez significative. Bon, alors à partir de ces données, disons piège et chasse, on a essayé de faire un petit peu plus, à savoir en tant que tête de réseau SFEPM, c'est pour Christian Arthur, et ben on a essayé de demander aux organismes, associations de naturalistes locales, régionales, départementales, ce qu'il y avait dans les bases de données comme information sur le putois, ce qu'il y avait comme bibliographie locale et ce qu'il y avait comme impression de la part des naturalistes, parce qu'il n'y a pas que les données brutes qui sont intéressantes. À mon avis, c'est aussi intéressant de demander aux gens qui sont sur le terrain depuis plusieurs décennies leurs impressions. C'est pas toujours évidemment, ça suffit pas. Enfin, tout ça peut se compléter. C'est intéressant en tout cas de chercher. Et donc, tout est consigné là-dedans. Donc, c'est sur Internet. Vous trouvez ça sur le site de la SFEPM en PDF. Et je vais bien sûr pas détailler, mais en gros, ce qu'il en ressort, c'est qu'on corrobore pas mal ce qu'indique l'ONCFS à partir donc des données des agents, à savoir que la situation est très disparate selon les régions. Alors je vais pas lire tout ça, mais que grosso modo, il y a des régions où les putois semblent se porter beaucoup mieux qu'ailleurs. Et ce que j'ai représenté ici et ce qui est répertorié là-dedans, de façon beaucoup plus détaillée bien sûr, ça ne prétend pas être plus que ça ne laisse, c'est-à-dire c'est un mélange, mais détaillé dans le document, d'impressions, de données locales, ou l'exploitation, enfin, qui ont été exploitées, synthétisées par les gens localement. Donc moi j'ai simplement demandé au groupe magique normand, breton, etc. Qu'est-ce qu'ils avaient comme données, qu'est-ce qu'ils pensaient en faire, enfin, qu'est-ce qu'ils pensaient pouvoir faire avec ça, et quelles étaient leurs conclusions locales. Et moi j'ai simplement synthétisé au niveau national ce qui était produit par les régions. Et finalement, c'est assez frappant de voir que la carte, quand même, grosso modo, dans les tendances et dans les différences entre les régions, se superpose assez bien aux données de l'ONCFS, donc c'est assez rassurant. À savoir qu'en fait, il y a, semble-t-il, les putois semblent un petit peu plus communs dans la partie nord de la France, dans la partie centre peut-être, et d'autant plus rare qu'on va vers le sud, en particulier sud-ouest et surtout le sud-est, où les putois sont vraiment très rares. Donc, en fait, ce qu'on a... Le constat est donc le suivant, une espèce qui autrefois manifestement était très très commune, qui en un siècle et demi, puis ça continue visiblement dans les dernières décennies, dans les dernières années, un déclin qui est assez marqué et qui conduit à faire de cette espèce une espèce qui localement reste commune, mais qui au niveau national se porte plutôt mal, avec un déclin qui semble continuer. C'est pour ça donc que son statut UICN liste rouge France est passé de LC, donc concerné, à quasi menacé, parce que on approche des critères nécessaires pour passer dans la catégorie vulnérable, selon le critère qui prend en compte le déclin des effectifs sur une période de 10 ans. Les menaces qui sont là aussi à la fois des choses évidentes, constatées de façon simple et évidente, comme la perte d'habitat, par exemple évidemment le déclin des zones humides, bon, je ne vous apprends rien, la disparition du bocage ou la dégradation du bocage, la mortalité routière qui se rajoute à ça, c'est des choses qu'on peut quand même voir sans faire d'études spécifiques, que dans une région à un moment donné où le bocage disparaît et est remplacé par des champs de maïs à perte de vue, bon, il n'y a plus de putois, il n'y a pas besoin de faire d'études très poussées là-dessus. Et puis, c'est des choses qui se retrouvent dans la bibliographie, dans les constats faits dans d'autres pays d'Europe. Il y a des choses qui sont plus difficiles à montrer, c'est l'impact du piégeage et la chasse, parce que le piégeage qui était intensif autrefois l'est beaucoup moins concernant cette espèce précisément. Et je mets volontaire et involontaire parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup de piégeage, en particulier involontaire, du putois quand il est capturé dans des cages destinées aux espèces classées nuisibles, qu'il est soit confondu avec d'autres espèces ou soit volontairement éliminé, même dans les départements où il n'est pas classé nuisible. Donc je pense qu'il y a un impact qui est vraiment invisible et qu'on n'arrivera sûrement jamais à visualiser plus précisément, qui est celui du piégeage involontaire. À la fois les causes identifiées de déclin et les hypothèses qui sont celles des menaces encore présentes, il y a le déclin des proies. Alors le lapin, c'est bien documenté dans les pays du pourtour méditerranéen, en Espagne. La régression du lapin de Garenne, la baisse des effectifs de lapins, est une des causes avancées pour expliquer le déclin des putois. Le déclin des effectifs d'amphibiens, c'est plus hypothétique, mais d'autres pays le signalent aussi dans la bibliographie. La présence, ou plutôt l'expansion des espèces introduites, est mentionnée aussi, par exemple en Pologne et en Biélorussie, pour le cas du vison d'Amérique, par compétition alimentaire, semble-t-il. Il n'y a aucune étude en France qui dit le vison d'Amérique fait disparaître le putois.
Mais comme c'est constaté dans les endroits où il y a encore plus de visons d'Amérique, et où le déclin est au moins aussi marqué, voire plus marqué qu'en France, on peut supposer que c'est quelque chose qui joue en France. Les pollutions rodenticides, Christine en a parlé tout à l'heure, qu'au moins ça a été retrouvé des cas de bromadiolone ou autres rodenticides dans des putois, trouvés morts. Et puis alors ça aussi dans d'autres pays c'est trouvé. Les pollutions industrielles sont documentées aussi. Le mercure en Angleterre, qui a été retrouvé dans des putois à l'époque où il y avait beaucoup de mercure dans les milieux aquatiques. Des PCB quand c'était aussi déversé massivement. Donc c'est des choses qui sont peut-être moins actuelles parce que du fait comment dire, du largage plus faible de ces polluants dans les milieux aquatiques. Mais enfin, ça existe et c'est aussi signalé dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest, au moins au niveau historique, voire encore actuellement. Les pathologies, elle m'a dit de carré, donc aussi les fonds des Chambrions en ont trouvé dans des putois, c'est pas comme ça qu'il faut vous appeler. Bon, Pascal et Christine en ont trouvé dans des putois récoltés dans le sud-ouest de la France, donc des putois atteints par la maladie de Carré, ou autres pathologies. Et puis l'appauvrissement génétique, je pense que c'est plus de l'ordre de l'hypothèse, je fais référence plutôt aux études de Thierry Laudet dans les années 90-2000, qui explique que dans les cas où les effectifs de putois sont plus affaiblis par toutes les autres causes précédemment citées, elles sont plus sensibles à un appauvrissement génétique. Bon, et puis d'autres causes, parce qu'en fait on ne sait pas forcément tout, donc on ne peut pas dire en gros le putois disparaît à cause de telle chose, si ce n'est au moins à cause de la dégradation de son habitat, mais le fait est que ces menaces sont croissantes, très clairement, et que le statut réglementaire lui n'évolue pas. Au niveau européen, il est protégé par la Convention de Berne et la directive Habitat, qui explique grosso modo qu'il ne faut pas trop prélever, comme on dit dans les populations pour... on peut en tout cas intervenir dans les populations dès lors que ça ne remet pas en cause le bon état de conservation de l'espèce, qui manifestement n'est pas le cas, et au niveau national, donc l'espèce est chassable, et elle est SOD au niveau national, susceptible, mais classée effective dans 3 départements qui sont la Vendée, la Loire-Atlantique et le Pas-de-Calais. Dans le document qui est ici, seulement 2 départements sont mentionnés parce que la Vendée, il a été reclassé suite à une procédure juridique des chasseurs. Donc après la rédaction du document. Bref, nous ce qu'on demande, c'est de passer du statut nuisible au statut protégé. Alors c'est très très difficile à obtenir, mais il y a des arguments. De toute évidence, l'état de conservation de l'espèce est mauvais, le déclin des populations existe et encore continue, et les menaces croissent. Bon, c'est quand même assez clair, je pense. Et le retrait des nuisibles ne suffit pas, parce que si on déclasse le putois des SOD, on n'aura plus le droit de le piéger dans les 3 départements, mais c'est tout. Et c'est pas ça qui va suffire à sauver l'espèce. Et on voudrait en fait que le putois rejoigne sur la liste des mammifères protégés quasiment tous les mammifères indigènes des milieux humides, des milieux aquatiques, puisque l'outre d'Europe, castor d'Europe, décement des Pyrénées, campagnard amphibie et les 2 musaraignes aquatiques, la crossope aquatique sont protégés réglementairement. Et le vison, ouais, le vison c'est bon. Mais évidemment le vison, moi j'ai oublié. Donc ça serait cohérent et ça permettrait de protéger l'habitat des putois, ce qui est sûrement le facteur le plus important. Et puis accessoirement ça mettrait la France en cohérence avec les textes européens, puisque je le répète, le putois ne manifeste pas dans un bon état de conservation au niveau national, même si c'est très disparate selon les régions. Et alors dans les arguments, et j'arrive à la fin, l'absence de contraintes, parce qu'en fait, ce qu'on demande, il y a un gros blocage en face, mais finalement ça dérangerait pratiquement personne que le putois soit classé protégé. Les piégeurs, en fait, ils sont passionnés par le piégeage de la fouine, plutôt. Les dégâts qu'on impute au putois, dans les poulaillers, en général, c'est les fouines qui rentrent. Souvent, il est piégé à proximité des enclos de prélâchés, de volailles, oui, d'oiseaux élevés, perdrix et faisans pour la chasse. C'est plutôt symbolique l'opposition qui est en face. C'est même ce qu'on nous a expliqué avec François quand on allait avoir le ministère récemment. Et j'ai pas de problème à dire que dans les arguments qui font qu'on devrait protéger le putois, c'est un argument purement utilitariste, c'est utiliser la bonne bouille du putois. Parce que
franchement, il faut profiter qu'il ait une bonne bouille pour aider à le protéger. Ça a été le cas quand même du panda, l'histoire, et c'est incroyable, quand, le côté animal en noir et blanc contrasté, qui a une tête facilement reconnaissable. Les macareux de la LPO ou le panda du VVF, bon alors, ça pourrait être le putois de la SFEPM, et puis surtout, l'homme ou la femme politique, et les deux ministères compris, agriculture et écologie, qui signerait la protection réglementaire du putois, ça serait très fort symboliquement, et il n'y aurait pas de, comment dire, de contrepartie a priori, parce que c'est pas une espèce à enjeu polémique, quoi. Il y aura, jamais personne va manifester dans la rue pour dire qu'ils sont opposés à la protection réglementaire du putois. Et comme c'est fini, eh ben, je m'arrête, ça tombe bien, c'est la dernière diapo. Dommage, je voulais lire tous les noms. Benjamin Adam, Ariane Ambrosini, non, voilà. Donc merci à tous, et également merci à toutes les structures associatives ou autres qui ont passé du temps à m'apporter des informations. Et puis merci à vous.